présentation qui va porter justement sur comment déployer les réseaux et les sécuriser de manière efficace avec des certificats. Donc, la présentation est animée par moi-même, Benoît en arrière-plan pour nous aider, et avec la collaboration de Robert McCready du Centre de services scolaires de la Pointe-de-l'Île. Alors, merci beaucoup, Pierre, Robert, de nous aider ici. Sans plus tarder, on va démarrer la présentation. Juste peut-être une petite précision. Euh, on n'est pas des spécialistes de solutions Microsoft, on n'est pas des ultra experts en certificats numériques, mais on va essayer de vous partager notre expérience et les diverses observations qu'on a faites. Donc, voici l'agenda de la présentation aujourd'hui. Donc, on va parler des objectifs et des différents défis auxquels nous faisons face maintenant et qui justifient d'aller vers une solution avec une authentification par certificat. On va décrire un peu la structure générale de comment fonctionne le système. On va décrire en gros quelles sont les étapes pour la mise en service justement de ce service-là. Donc, avec l'autorité de certification Microsoft, les certificate templates, donc les canevas de certificats, comment on met en place les group policy, donc les GPO, et la configuration de ClearPass avec quelques éléments qui sont très intéressants dans un contexte vraiment particulier et spécifique au Centre de services scolaires de la Pointe-de-l'Île, mais qui pourraient peut-être vous inspirer ou vous aider dans votre infrastructure. Ensuite, on va passer vraiment avec la démonstration. Donc, on va donner la main en présentation à Robert qui va nous aider de ce côté-là. Et après ça, on va avoir une espèce de discussion ouverte où on va partager nos observations, quelques scénarios que nous avons observés comme étant problématiques. Donc, c'est pas tout super beau sous le soleil. Là. On ne parle pas ici d'une solution miraculeuse, mais bon, quand même, il y a un pas en avant, il y a des endroits, des éléments là, qui peuvent être améliorés pour le futur. Et justement, avec l'échange, peut-être que vous avez déjà expérimenté certaines choses, ou peut-être que vous allez avoir des idées. Et c'est un peu l'objectif de faire une table ronde, une espèce de synergie collective ensemble pour nous aider mutuellement à évoluer à travers tout ça. Donc, sans plus tarder, on va décrire un peu quels sont les différents objectifs. Donc, le but d'aller vers une authentification par certificat est d'être en mesure d'authentifier les dispositifs ou encore les machines, ainsi que l'individu ou l'usager à l'aide justement de certificats numériques au lieu d'utiliser traditionnellement le nom d'usager et le mot de passe. Donc, les raisons pour lesquelles on voudrait passer à une authentification 802.ex par certificat, c'est entre autres la méthode PEEP v0, la méthode d'authentification qu'on utilise traditionnellement. Elle laisse couler de l'information, donc le nom d'usager est visible en clear text à l'extérieur du tunnel TLS. Ce qui fait en sorte que pour, par exemple, des personnes, des observateurs extérieurs malicieux, ils pourraient ramasser des noms d'usagers qui sont légitimes sur votre réseau de manière à par la suite à faire une attaque par dictionnaire. Bon, c'est sûr que la méthode d'authentification PEEP v0 MSHA-v2, ben, ça utilise quand même un encodage MPPE pour sécuriser le mot de passe à l'intérieur du tunnel TLS. Ça peut être une espèce de vulnérabilité lorsqu'on connaît le nom d'usager. Il est possible de faire ce qu'on appelle une attaque par dictionnaire et même faire une attaque, un offline dictionary attack lorsqu'on a récupéré le hash pour s'assurer d'éviter de locker la compte en faisant des attaques répétitives et valider qu'on obtient le même hash pour après ça être capable de se loguer. Donc, ce type d'attaque-là demeure quand même complexe à mettre en place et lorsqu'on utilise des politiques de mots de passe complexes,
ça reste que la possibilité que le mot de passe se retrouve dans un dictionnaire connu pour lequel le hash a été précomputé devient quand même très difficile à exécuter. Donc, ça ne demeure pas une vulnérabilité qui est facile à rencontrer dans un contexte où les mots de passe sont obligatoirement imposés avec une certaine complexité. L'autre point qui peut être à considérer aussi, c'est qu'éventuellement, hein, on veut faire une migration vers Azure AD. Azure AD qui, bien entendu, parce que ça ne supporte pas Kerberos, ne permet pas de faire du PIP-MSHA-V2. D'où la raison que plusieurs d'entre vous, si vous avez commencé à faire une migration vers Azure AD, bon, ben, vous devez continuer à garder un serveur AD local dans votre infrastructure de manière à garder cette capacité-là à gérer les mots de passe avec du MSHA-V2. Les autres points qui peuvent être sensibles, hein, donc au niveau des Apple iOS 16, hein, si le téléphone ou la tablette n'est pas sécurisé par un mot de passe et qui est utilisé, entre autres, en milieu scolaire de manière partagée, ben, si, admettons, vous utilisez un compte usager générique pour connecter ces types d'équipements-là, bon, ben, le nom d'usager et mot de passe PIP-MSHA-V2 peut aisément être récupéré par un individu, par un étudiant qui va dans les propriétés et retrouve cette information-là et pourrait s'en servir pour connecter d'autres types d'équipements. Donc, ça, c'est un petit peu fâcheux. Donc, les défis, hein, lorsqu'on utilise, par exemple, du ETLS, parce que là, si on s'en va vers une authentification avec certificat, ça veut dire qu'on va aller vers une authentification soit ETLS ou encore une méthode type avec méthode interne ETLS. Alors, avec le ETLS, hein, donc, ça nécessite le déploiement de certificats numériques. Il faut justement que le certificat soit déployé pour la machine et ou pour l'usager. Ça peut utiliser les enrôlements automatisés, soit avec le ADFS, j'ai oublié de le marquer ici, ou encore avec ce qu'on appelle du SCEP, ou encore avec du EAST, du EST. Donc, on a 3 méthodologies d'enrôlement de certificats. Ici, j'en ai mis juste 2. Excusez-moi, shame on me. Il demeure qu'il y a une espèce de problématique lorsqu'on utilise du pur ETLS et qu'on voudrait combiner authentification machine avec authentification usager. Alors, il reste à déterminer un peu un cas de figure qu'on pourrait comprendre un peu comme étant une espèce de catch-22. Problème là, pour lequel... Est-ce qu'il y avait une question? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a essayé de soumettre une question? À date, non, il n'y a pas de Non, questions ça dans le va? chat. OK, j'avais cru entendre quelque chose. OK. OK. Donc, il y a une problématique qui se trouve être comment je fais pour être capable de provisionner un nouvel usager sur un poste alors qu'il ne dispose pas encore de son certificat. Donc, si mon profil d'authentification 802.ex impose de faire une authentification machine ou usager, c'est un ou logique. Et là, si c'est un nouvel usager, ben, le nouvel usager n'a pas encore son certificat parce qu'il n'a pas exécuté la GPO, il n'a pas créé son contexte. Et par conséquent, ben, il perd sa connectivité sans fil ou filaire 802.x, faisant en sorte qu'il n'est pas capable de créer donc son contexte. Alors, on se retrouve dans une circonstance qui est un peu fâcheuse lorsqu'on veut faire du IPTLS qui combine machine et usager. Et c'est là où la solution, vraiment, est avec la méthode EAP-TEEP, avec les méthodes internes de EAP-TLS. Donc, cette nouvelle méthode-là, le EAP-TEEP, nous permet de résoudre la problématique qui est liée à l'authentification des nouveaux usagers qui ne disposent pas encore d'un certificat, parce que la méthode EAP-TEEP permet de faire une authentification qui est chaînée, machine et usager dans une même transaction, mais si on échoue une des deux méthodes, l'accès peut quand même être octroyé.
Donc, si on avait réussi à faire notre authentification machine, parce que notre machine, lorsqu'elle est jointe au domaine, elle va avoir son contexte, elle va avoir son certificat. Donc, on va passer l'authentification machine, mais on pourrait créer une politique dans ClearPass qui nous permet de garder une authentification avec succès et donc un accès au réseau avec seulement une authentification machine sans disposer de l'authentification usager et maintenir, dans le fond, la connectivité, ce qui permet justement de résoudre la problématique, faisant en sorte que l'usager devient capable de créer son contexte, d'obtenir son certificat et d'être capable de provoquer l'authentification combinée machine et usager, et ce, même pour un usager qui ne dispose pas encore de son contexte. Donc, ça, c'est dans un monde idéal. On parlera plus tard un peu là, de nos observations. Et, bien entendu, dans l'authentification type, une des choses qui est très intéressante, c'est que l'identité qui est utilisée à l'extérieur du tunnel, c'est l'identité Anonymous. Ce qui fait en sorte que, justement, il n'y a pas on ne laisse pas couler de l'information à l'extérieur du tunnel. Donc, pour un observateur extérieur, tout ce qu'on voit, c'est le mot Anonymous, ce qui fait en sorte qu'on n'est pas capable de récolter des noms d'usagers qui existent dans votre domaine AD, simplement en observant à l'extérieur. Toutefois, mais ça amène un certain point. C'est si, par exemple, vous ne faites pas la resynchronisation de l'identité réelle, soit du dispositif ou de l'individu dans ClearPass, bon, ben ça va faire en sorte que l'identité au niveau du contrôleur ou de l'outil de gestion, ben, tout le monde va s'appeler Anonymous. Donc, au niveau visibilité, ça, c'est si on ne fait pas la resynchronisation de l'identité, bien là, par la suite, pour diagnostiquer, ça devient plus complexe, plus difficile. Donc, ça aussi, on va pouvoir en discuter tout à l'heure. Donc, si on parle un peu de la structure générale, hein, puis lorsque l'on a mis en place au centre de services scolaires de la Pointe-de-L'Île, c'est vraiment ce qu'on appelle une autorité de certification Microsoft, donc qui est liée au domaine. Alors, on a créé une autorité de certification privée, donc un Trusted Root CA, et ça implique en fait que les dispositifs doivent faire confiance à l'émetteur du certificat Raticine avant qu'ils ne puissent l'utiliser. Donc, ça implique qu'il faut déployer le Trusted Root CA sur les différents dispositifs qui sont joints au domaine. Et ça, bon, ben, ça se fait d'une manière relativement implicite lorsque justement les dispositifs sont joints à l'AD. Une fois que ça c'est fait, bon, ben là, on a une relation de confiance qui est valide, qui peut être établie entre le dispositif qui dispose de la copie du certificat de l'autorité de certification, qui lui permet de valider l'identité des différents certificats qui sont présentés. Ça implique que, dans le fond, ce root CA, ce certificat-là, doit être installé au niveau de ClearPass dans les Trusted Root CA pour permettre au serveur ClearPass de valider l'identité des certificats qui lui sont présentés pour l'authentification. Bon, ce qu'on va utiliser, hein, c'est une infrastructure à clé publique, donc Public Key Cryptographic Standard, donc le format PKCS. Donc, les certificats sous cette forme-là vont, dans le fond, avoir la possibilité soit d'être utilisés pour des fins d'authentification ou encore de signature numérique. Dans notre contexte à nous, on l'utilise pour des fins d'authentification avec la méthode 802.x. Le format de certificat PKCS, hein, que ce soit PKCS 12 ou PFX, bon, ça va se présenter sous la forme d'une extension sur le fichier. On va le voir soit .pfx ou P12. Ben, c'est un format de fichier qui contient plusieurs objets cryptographiques, qui contient entre autres la clé publique et la clé privée. Et ce fichier-là va, dans le fond, être combiné et sécurisé avec un mot de passe pour éviter que la clé publique ne tombe entre des mains qui sont non légitimes. Dans le contexte, justement, de l'usage de ce type de certificat-là, le service d'enrôlement
donc le NDES, le Network Device Enrollment Service, n'est pas nécessaire ou requis. Le NDES avec SCEP, bon, ben, on va voir un petit peu plus tard, c'est une autre méthode. Nous, ce qu'on a utilisé dans le contexte du centre de services scolaires de la Pointe-de-l'Île, on a utilisé, dans le fond, la méthode pour délivrer les certificats qui se trouve à être intégré avec l'AD. Donc, le Active Directory Certificate Service, c'est ce qu'on a utilisé. C'est intégré. Ça permet, d'entre autres, aux différents dispositifs qui sont joints au domaine de faire des requêtes pour générer des certificats et recevoir le certificat qui est signé de manière automatique. Un des points qui est intéressant ici, la clé privée, hein, elle est générée par le dispositif ou encore dans le contexte de l'usager. Ça ne quitte pas le dispositif. On obtient, dans le fond, une signature numérique pour le certificat qui a été demandé. Donc, ça se représente un peu comme ça. Dans l'architecture qu'on a mis en place hein, au centre de services scolaires de la Pointe-de-l'Île, on a mis une infrastructure à 3 tiers, c'est-à-dire qu'on a le demandeur, on a le issuing CA et le enterprise CA. Et dans le fond, le demandeur va faire la demande à travers les mécanismes de AD, donc qui sont des échanges sécurisés. Je crois que c'est par Kerberos, mais là, ici, peut-être que je parle à travers mon chapeau. Donc, ça nécessite une communication locale avec le issuing CA qui, lui, va faire la signature du certificat qui va permettre de délivrer le certificat signé au demandeur. Dans les choses qui existent, et là, on va, dans le fond, plus mettre la table pour peut-être une prochaine session, OK? Et qui pourrait peut-être être quelque chose à explorer, soit par la communauté ici présente, mais il s'agit, dans le fond, au niveau du issuing CA, justement, d'installer le service NDES qui va permettre d'être capable de supporter le protocole SCEP, le Simple Certificate Enrollment Protocol. Cette méthodologie-là, avec SCEP, permet, entre autres, de faire une intégration avec Intune, chose que nous n'avons pas explorée dans la démonstration que nous faisons ce matin. Et ça, cette méthodologie-là permet, dans le fond, d'effectuer à peu près le même genre de scénario que ce qui est fait avec le ADFS, faisant en sorte que ça permet aisément de faire, pour un demandeur, d'utiliser des méthodes à travers justement du HTTP pour obtenir un certificat. Donc, avec un HTTP GET, faire une demande de certificat. Le service NDES va être en mesure justement de délivrer un certificat qui, lui, va être signé adéquatement, un peu de la même manière que la méthodologie intégrée par ADFS. Donc, ça, c'est une évolution de la stratégie qui permet, entre autres, une intégration avec Intune ou encore d'autres services de MDM. Puis ça serait peut-être quelque chose là, à explorer, comme je vous disais. Je vous ai mis une petite référence dans le bas, c'est-à-dire c'est un petit vidéo YouTube qui, je crois, est intéressant, qui permet justement d'explorer ou de décrire les méthodologies pour mettre en place une stratégie qui va utiliser Intune avec le Certificate Connector pour être capable justement de délivrer des certificats pour des dispositifs non joints au domaine, mais gérés par le MDM Intune. Donc, là, ben, dans ce contexte-là, peut-être certains d'entre vous ont observé qu'il y avait une nouvelle norme pour justement faciliter l'enregistrement de certificats. Et là encore, nous n'avons pas exploré ce truc-là. C'est une norme qui n'est pas encore supportée par l'infrastructure de CA de Microsoft. Il s'agit dans le fond du Enrollment over Secure Transport, le EST. Cette méthode-là, de ce que j'en comprends, est une méthode qui permet, entre autres, d'effectuer une espèce d'autorité de certification qui serait infonuagique, qui serait dans le fond dans le domaine public. Et ça se trouve à être une évolution du SCEP pour être capable d'automatiser, entre autres avec des API REST, et de sécuriser cet échange-là avec une couche plus robuste
Dans le fond, c'est d'avoir un échange SSL pour sécuriser l'échange de certificats parce que justement, c'est effectué sur un réseau public. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que avec si on revient ici, le schéma, l'un des points qui est peut-être un petit peu plus délicat, c'est lorsque justement on utilise l'infrastructure Microsoft comme autorité de certification, avec justement le concept là, de Intune Certificate Connector, c'est que ça implique qu'il faut que l'autorité de certification soit déployée localement dans votre réseau local. Et par conséquent, ça implique qu'il faut que les dispositifs soient en mesure de rejoindre l'autorité de certification ou le système qui va faire soit du SCEP ou encore qui va faire du ADCS, il faut qu'il soit capable de voir ce dispositif-là. Il faut qu'il y ait une connectivité locale sur ce serveur-là pour que l'échange puisse être effectué. Donc, si on se met dans un contexte où, par exemple, on voudrait gérer des équipements mettons, une nouvelle tablette, et on la donne, admettons, à un étudiant qui, lui, va aller l'utiliser à la maison uniquement. Bon, bien, le système n'aura pas accès à votre, justement, serveur d'enregistrement de certificats parce qu'il ne sera pas sur le réseau local. D'où l'intérêt d'aller vers quelque chose qui peut fonctionner vers une solution infonuagique. Puis là, ben, c'est une des raisons là, pour laquelle il y a une installation un peu particulière, justement, pour le centre de services scolaires de la Pointe-de-l'Île, entre autres parce qu'ils utilisent le MDM de Meraki. Et là, on va voir un peu quelles sont les contraintes qui ont été utilisées, ou en tout cas auxquelles on a fait face, et un peu les solutions qu'on a mis en place pour être capable d'accommoder la contrainte qui a été imposée par la manière dont on utilise le MDM de Meraki. Alors, quelques petites étapes là, pour la mise en place. Donc, est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Est-ce que c'est clair? Pour l'instant, il n'y a rien dans le chat. C'est bon? Excellent. Donc, les étapes pour la mise en place, donc, première étape, hein, c'est la mise en place de l'autorité de certification Microsoft. Comme on peut le voir, justement, on a déployé une infrastructure à 3 tiers avec justement le Root CA et le Issuing CA. Bon, Robert a inclus, entre autres, là, les certificats qui servent pour la validation du serveur Radius. Donc, il utilise justement les certificats de Komodo. C'est Komodo ou DigiCert? Robert, en tout cas. Oui, mais c'est ça, je peux expliquer. Je t'ai induit en erreur un peu. C'est pas un 3 tiers, c'est un 2 tiers. En fait, on a un route CA qui est qu'on ferme pour le protéger notre clé principale privée. Puis le issuing CA, c'est lui qui émet les certificats. Puis pour tout notre réseau interne, ben, en fait, c'est vraiment les certificats créés par les certificats de template d'ADCS. Quand on voit ici les Komodo, c'est des DigiCert, c'est pour nos serveurs Radius, surtout pour les Android, ces choses, pour qu'ils soient publics, là, les Chromebooks, ces choses-là, ça nous facilite la vie. Mais en fait, les certificats utilisés pour tout notre réseau Microsoft, c'est vraiment fait avec ADCS. Ouais. Donc, ça, c'est une des choses peut-être à distinguer, hein. Il n'est pas requis d'avoir des certificats pour votre serveur Radius qui sont dans la même chaîne ou dans la même hiérarchie de certificats du côté des dispositifs. Donc, c'est vraiment du côté du serveur Radius. Là, on va utiliser une chaîne de certificats qui est signée par une autorité publique, tandis que du côté des dispositifs qui sont gérés par l'infrastructure Microsoft ou encore par l'infrastructure qui est Meraki, là, on va avoir des certificats qui sont signés par des autorités de certification qui sont privées. Donc, on a deux vitesses, si on pourrait dire ici.
Mais ils sont poussés par la même infrastructure. Ben, je veux dire, là, dans ton contexte à toi, le Oui. côté Meraki est complètement indépendant. Oui, oui, c'est ça, mais je dis quand même C'est sur les deux postes. CA complètement différents. Oui, 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 c'est oui, ça. oui. C'est la subtilité ici. Ouais. Donc, on va utiliser des canevas de certificats, donc des certificate templates. Un canevas qu'on va utiliser, entre autres, c'est pour l'authentification des ordinateurs, donc au niveau computer, au niveau machine. Et c'est là où on va faire en sorte que le modèle de certificat qui va être pour les computers, pour les ordinateurs, va avoir l'autorisation d'effectuer l'inscription et l'inscription automatique pour les différents usagers qui sont, ou les groupes qui sont ciblés pour avoir ce droit-là de s'enrôler. Dans les propriétés du Certificate Template, l'une des choses qu'on a observées, c'est le fait que dans le format des informations, au niveau du sujet, on doit utiliser le nom unique associé à la machine et le nom DNS dans ce qu'on appelle le Subject Alternative Name. Donc, dans le champ de Subject Alternative Name, on va générer le certificat avec ces deux informations-là de manière automatisée. Donc, ça, c'est une première chose. Puis pour les usagers, ben c'est un peu la même chose. C'est que pour les différents groupes d'usagers, on va faire en sorte d'autoriser l'auto-enregistrement. Mais là, le certificate template qu'on va utiliser, lui, on va utiliser dans le nom du sujet, le nom unique de l'usager. Et dans le sujet alternatif, donc le subject alternative name, on va utiliser le nom principal de l'utilisateur, le UPN. Donc ça va nous aider. Puis là, vous allez voir tout à l'heure dans la manière dont on va orchestrer ça pour ClearPass, pour être capable d'aller récupérer l'information ici. Puis là, le but ici d'aller récupérer ces informations-là, corrige-moi si je me trompe, Robert, c'est entre autres parce que vous avez des noms d'usagers qui sont génériques pour certains usagers. Et ils ne disposent pas d'un compte de messagerie. Donc, il n'y a pas de compte courriel ou de boîte de courriel associée au compte usager nécessairement, ce qui fait en sorte que d'inclure le nom du compte de messagerie dans le nom du sujet pourrait potentiellement poser problème, d'où la raison que nous ne l'avons pas inclus dans le modèle de certificat pour les mettre. Dans notre cas, c'est ça, il y a des comptes génériques, là, des fois, pour les maternelles, des choses comme ça. Là, ils n'ont pas d'adresse de courriel avec ces comptes-là. Ça fait que ça cause un problème. C'est ça. Puis là, l'idée ici, c'est, dans le fond, dans les certificate templates, si vous regardez, lorsque vous élaborez une solution Microsoft, vous allez avoir un canevas de configuration ou un canevas de certificate template. Ça fait bizarre de dire canevas de certificate template. C'est un peu un oxymoron. Pour laquelle vous allez avoir déjà un canevas pour usagers, puis un canevas pour les machines. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est on duplique le canevas et on modifie les propriétés associées au canevas en question pour justement modifier les différents petits paramètres ici et modifier aussi les permissions pour permettre l'auto-enregistrement des certificats. Par la suite, on élabore ce qu'on appelle une politique de groupe, donc une GPO. Une GPO à la fois ici pour les ordinateurs, pour lequel, justement, on va activer l'auto-enregistrement d'un certificat. Donc, ça va permettre d'enregistrer. Et comme le certificat que vous allez avoir placé va être le certificat template que vous allez publier va être le seul qui permet l'auto-enregistrement, bien, automatiquement, cette propriété-là, cette GPO-là, va faire l'enregistrement du certificat que vous avez défini. Ensuite, bien, on fait la même chose du point de vue usager, donc une autre GPO qui fait exactement la même chose du côté usager pour permettre l'auto-enregistrement de l'usager. Finalement, bien, il faut élaborer une méthode d'authentification, donc une GPO là aussi, pour laquelle on va définir les propriétés de l'authentification type,
avec une authentification par certificat pour la méthode numéro 1, ainsi qu'une authentification par certificat pour la méthode numéro 2. Donc, méthode numéro 1, pour se le rappeler, c'est la méthode qui est associée à la machine. La méthode numéro 2 est associée à l'usager. Et par la suite, on met nos différents critères pour permettre la sélection simple des certificats et limiter aux autorités de certification qui font partie de notre organisation. Une fois qu'on a mis ça en place, là, il faut mettre en place la méthode d'authentification dans ClearPass. Pour faire ça, la première étape va être de créer une nouvelle méthode d'authentification qui va permettre la comparaison. Tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait utiliser le nom commun ainsi que le Subject Alternative Name pour définir les critères de comparaison et d'authentification. Donc ici, on veut activer ici une méthode d'authentification type qui va permettre justement la comparaison soit avec le common name ou le subject alternative name pour valider si l'usager fait encore partie de notre AD dans notre base de données en arrière-plan. Donc, l'authentification avec cette méthode-là de HeapTLS ne va pas seulement valider la validité du certificat, parce que on sait que pour la validité du certificat, si on révoque l'accès d'un usager à travers notre AD, il y a quand même un certain temps avant que ça soit publié dans le CRL et que ça soit updaté au niveau du Certification Revocation List. Et on veut que ça soit validé à chaque authentification que l'usager fait encore partie de notre base de données de l'AD. Et par la suite, maintenant qu'on a élaboré notre politique d'authentification HeapTLS, on va élaborer une nouvelle authentification à la méthode type pour laquelle on va spécifier quelles sont les méthodes internes qui sont valides. Dans le contexte du centre de services scolaires de la Pointe-de-l'Île, on est passé par une phase de migration. Donc, antérieurement, ils utilisaient du PEEP MSHA V2 à l'interne du tunnel pour faire l'authentification type. D'où la raison qu'on a encore du HEAP MSHA V2. Mais maintenant, on a poussé avec du HeapTLS. Donc, on peut avoir les deux méthodes. Donc, il serait possible, par exemple, pour quelqu'un de dire, je fais ma méthode numéro 1 pour l'authentification de la machine avec des certificats. Et par la suite, je passe avec une méthode avec du MSHA V2 pour la méthode qui authentifie les usagers. Donc, ça permet une certaine flexibilité, puis de permettre de faire une migration en phase. Chose que, on voit que c'est resté à cette place-là, le temps que, justement, la migration se complète. Puis là, on a un point de discussion tout à l'heure, on a quelques petits trucs qu'on veut peut-être poursuivre là, dans les investigations. Là, il y a quelques petits scénarios, puis on va discuter de tout ça. Dans le role mapping, une des méthodes qui permet justement de bien cerner les combinaisons possibles, ce qui est recommandé, c'est de créer comme une espèce d'identifiant qui nous permet de déterminer que justement j'ai une authentification soit complète ou soit une authentification partielle avec juste la méthode usager ou partielle avec juste l'authentification machine. Donc, on élabore, dans le fond, un nouveau role mapping. Et après, une fois que ce role mapping-là est fait, là, on va être capable d'intégrer ça dans notre enforcement profile. Donc, être capable de dire, par exemple, si j'ai une authentification type avec usager seulement. Usager seulement, ça veut dire que j'ai échoué mon authentification machine. Je ne suis pas censé faire du type avec juste de l'usager. Ce n'est pas normal. Donc, on s'en va faire un deny. Par la suite, si j'ai du machine hot uniquement, là, j'y donne accès avec justement là, les privilèges du domaine machine. C'est une machine qui fait partie du domaine avec justement
les informations pour synchroniser le pare-feu, parce qu'ici, on fait du RSSO avec le FortiGate. Donc, on va synchroniser ici avec le rôle machine. Ici, on va utiliser une petite méthode qui se trouve être la mise à jour du username de la méthode 1. Donc, ça permet, comme je vous disais, hein, toutes les authentifications se font avec Anonymous. Vu qu'elles se font avec Anonymous, bon, ben, il faut réinjecter le nom de la machine dans le username Radius, de manière à ce que dans ClearPass, ben, on voit le véritable nom de la machine et que le véritable nom s'affiche au niveau du contrôleur sans fil et que par la suite, soit dans Central ou encore dans Airwave, ben, qu'on ait l'identité de la machine qui vient de s'authentifier. Alors là, ça, c'est ce qu'on fait ici. Et par la suite, ben là, on descend dans les cas d'authentification qui sont soit pour les élèves, soit pour les technologies de l'information, les cadres, etc., avec la méthode, en fait, avec le rôle qui est du type Full Authentication, ce qui implique qu'on a authentification de l'élève ou de l'usager avec l'authentification de la machine. Donc, on a la combinaison des deux éléments ici pour faire une authentification complète. Et là encore, ici, vu que c'est une authentification pour laquelle on a le nom de l'élève, bon, ben, l'identité qu'on va synchroniser, ben, ça va être la méthode 2, donc ça va être le username de l'usager qu'on va synchroniser au niveau Radius. Alors, c'est un peu ce petit point-là qu'on voulait illustrer ici. Là, maintenant, hein, comme le centre de services scolaires utilise un MDM Meraki, ben, on a utilisé une petite passe-passe. Donc, les seuls dispositifs qui s'authentifient uniquement avec véritablement du HIP-TLS sans utiliser du TIP, bon, ben, ce sont les dispositifs qui sont gérés par le MDM Meraki. Et là, ici, on voit, bon, à l'interne du réseau de la commission scolaire, bon, ben, ils n'ont pas de serveur SCEP et ils ont utilisé le service SCEP intégré de Meraki, ce qui fait en sorte que l'autorité de certification, dans le fond, elle est gérée par le serveur Meraki, le serveur de le MDM de Meraki. Par conséquent, c'est une autre chaîne de certificats. Oui, il faut intégrer hein, le current SCEP CA ici. Il faut faire download, il faut l'importer dans les Trusted Root CA de ClearPass. Et là, ici, ce qu'on va faire, c'est comme le MDM de Meraki génère des certificats qui n'ont aucun lien. Hein, le numéro de série qui est dedans est un numéro presque aléatoire. Il n'y a aucune information dans le certificat qui permet d'identifier quel est le nom du dispositif auquel il est associé. Tout ce qu'on sait, c'est que ça a été signé par ce routier-là. Alors, ce qu'on va faire du côté ClearPass, ben, on va créer une authentification, une méthode d'authentification type qui est sans autorisation, qui va faire en sorte qu'on ne fera pas une comparaison avec une base de données en arrière-plan. Parce qu'on n'a aucun mécanisme, on n'a pas rien pour être capable de lier ça. Et ce qu'on va faire, c'est au niveau de l'attribution des rôles, tout ce qu'on va aller valider, c'est que justement, le issuer est le certificat du centre de service scolaire, de la commission scolaire de la Pointe de l'Île. Ce qui nous permet justement de dire ou d'attribuer le rôle MDM à la machine qui va nous permettre justement de dériver certaines informations pour donner les privilèges d'accès. Donc, dans le fond, on valide que le certificat qui nous est présenté provient du MDM simplement par la signature numérique et nous permet justement d'intégrer le dispositif, de l'admettre sur le réseau grâce à la méthode HIP-TLS. Alors, maintenant, nous serions rendus à la démonstration. Est-ce que, avant de partir ou de démarrer la démonstration, est-ce qu'il y a des questions? Ça va jusque-là? Tout le monde est curieux? Hey, c'est bizarre, hein, la traduction simultanée, ça donne des mots étranges.
transcription automatique. Ouais, c'est particulier. Je ne sais pas comment il a fait pour interpréter que je venais de dire thermonuclear you. C'est fascinant. All right. Donc, je vais arrêter le partage et je vais passer la main à Robert. Je peux pas partager, par exemple. Ouais, attends un petit peu. On va essayer de voir là, si je suis capable de te donner des privilèges. OK, un peu. As-tu plus de talent que moi, Benoît, ou peut-être Ouais, Camilla? je vais juste trouver Robert dans la liste. Et make a presenter, change. Oui, Celui-ci. ça marche. Tu devrais être capable. Et voilà. Excellent. Parfait, Vous on va voyez mon commencer. écran? Oui. Vous voulez commencer par quoi, Paul, que je démarre, mettons? Mais je pense peut-être faire un tour d'horizon de comment ton AD est structuré. Par la suite, effectivement, peut-être passer en revue le service d'authentification. Et une fois que le service d'authentification est, on a regardé un peu plus en détail, parce que là, oui, j'avais fait des captures d'écran, mais bon, c'est peut-être pas nécessairement pleinement clair pour tout le monde comment c'est orchestré, parce que dans le fond, le service permet presque tout. Permet l'authentification IPTLS, TEEP, PEEP, donc tout est dans le même service. Dans le fond, la structure, on peut l'avoir directement dans le gestionnaire de groupe policy, dans le fond. Nous autres, ben, c'est ça, dans le temps, on était une commission scolaire, fait que le nom a resté collé. On n'est pas encore. C'est toute une histoire, changer ça. Ouais. On a divisé ça de façon, on a mis les groupes dans un OU, les postes dans un autre, les serveurs dans un autre. On avait des serveurs de terminaux à l'époque. Là, maintenant, on a des VDI avec des postes VDI. Fait que, on applique nos GPO à chacun comme mettons dans les usagers, ben nous autres, c'est divisé, ça c'est tous nos GPO pour les usagers, qui sont divisés, mettons, par il y a sûrement des dizaines de façons de faire les choses. Mais ce que nous autres, on a divisé, c'est ça. Chacun, du côté administratif, il y a chacun des établissements. La même chose pour les élèves, la même chose pour les codes génériques, les TI, c'est tout séparé comme ça. Puis dans les postes, c'est la même chose. C'est à peu près le même type de séparation, là. Fait que là, le type, on l'a pas déployé encore partout. On l'a limité surtout au TI parce que faisait beaucoup d'expérimentation. Puis, je sais pas, ce serait le fun d'avoir un feedback s'il y a des gens qui ont réussi à configurer le GPO pour faire du AAP type avec les RSAT 12 avec succès, là, parce que là, même à un moment donné, on a monté nos contrôleurs de domaine à 2022. Que ce soit avec les RSAT, que ce soit avec faire les GPO directement sur le serveur, le GPO ne fonctionne pas bien. Fait qu'on est obligé encore de prendre la fameuse méthode là, qui a été publiée sur un site de Cisco. Ça consiste à exporter le profil sans fil sous la forme XML pour après ça l'importer au niveau du serveur là, qui permet de faire les group policy. Si vous avez, mettons, les contrôleurs de domaine en 2016, vous pouvez installer, mettons, les RSAT sur un Windows 10 ou 11 assez récent. Puis vous avez la configuration type, ce qu'on n'a pas en temps normal. Si, mettons, je vais y aller dedans, là, je peux le retrouver. Le logiciel portable tout de suite. Ouais. Ça ici, ouais. Quand on le configure,
Ça, tout le monde, je présume, a sensiblement les mêmes choses. Oui. Bon, ce qui n'était pas disponible, avant qu'on mette les derniers assets, ce choix-là n'est pas là. Exact. Donc, ça prend, je suis pas mal certain qu'avec un Windows 2012 R2, ça ne doit pas fonctionner du tout. C'est qu'un 2016, ça devrait fonctionner, mais ça prend des R7 tools qui sont récents. Mais si quelqu'un réussit à faire marcher ça, là, on veut la recette. Parce que ça fait GPO, ça, mais excepté quand on l'applique, le poste ne se connecte pas tout seul, on dirait qu'il ne reconnaît pas le certificat, on a essayé toutes sortes de choses. Puis on est obligé de revenir à faire le GPO, mais d'importer les profils. Dans le fond, c'est dans ces profils-là qu'il y a quelque chose qui se passe. Là, si tu prends un comme, mettons, lui, il fonctionne bien, puis si je l'édite, je ne sais pas ce qui est disparu, là, mais en tout cas, si je l'édite, je vais le briser. Ouais. C'est pour ça que je me promène, puis je ne sais pas les appliquer, là, mais il y a comme encore un problème. En tout cas, c'est ça. S'il y a quelqu'un qui a réussi à le faire marcher, là, ça serait vraiment le fun. Je ne sais pas si le monde a remarqué aussi sur Internet, il n'y a pas tant de choses que ça par rapport à ça. C'est très minime. Fait que quand on le fait comme ça fonctionne bien. Là-dessus, je ne sais pas s'il y a d'autres choses, je pense que je devrais rajouter ou. Je pense que c'est bon, ça. Ça fait le tour de ce morceau-là. Si on pense plus du point de vue ClearPass, par exemple, au niveau de l'intégration du service, je pense que ça, c'est quelque chose d'intéressant. Si on va voir. Peut-être les méthodes, si tu veux. Ça, c'est la fameuse méthode que tu as montrée tantôt. Oui, exact. Bon, qui est intégrée dans l'autre, finalement. Dans l'autre qui est TEEP, oui, si tu vas à la deuxième page, effectivement. Chose que tu n'as peut-être pas parlé tantôt, mais ici, il faut mettre la méthode 2. Oui. Je ne sais pas si c'était par défaut, mais il me semble que non. C'était supposé faire la synchronisation du username, mais j'ai eu des cas de figure où ça ne fonctionnait pas, d'où la raison de faire le enforcement là, qui permet de forcer la synchronisation du nom d'usager. On voit l'autre méthode qui est intégrée dedans. C'est ça qui est rentré. Quand on a commencé ça, j'ai eu peur un petit peu parce que, comme on disait tantôt, dans notre service, c'était dans les rôles ici. Oui, ben là, on a notre fameux MDM, c'est ça, dans le fond, dans l'authentification. On a. C'est ça, c'est que là, j'ai dit, ça va-tu rentrer en conflit, puis il y en a un des deux qui ne marchera pas. Mais finalement, la manière que Paul a fait ça, du côté iPad, ça fonctionne, ça n'a pas rien changé. Les deux fonctionnent bien ensemble, puis même avec le PIP. Puis le PAP, c'est parce qu'on a un portail captif en plus sur les iPads, quelque chose qu'on n'avait pas tenté. Là. Fait que tout ça, là, ça marche. Il n'y a pas de chicane, ça marche bien. C'est ça. Puis là, on voit dans le bas, justement, vous avez votre certificat qui est utilisé comme Service Certificate, qui se trouve être le certificat qui est signé par le CA Rapid SSL. C'est ça. Avant, on avait celui qui était à l'interne, mais là, depuis les nouvelles versions d'Android, tout ça, là, avec les Chromebooks, on n'a comme pas eu le choix d'en mettre un public. Ouais. Fait que ça aussi, ça a bien été. Pour ça, les profils peut-être, ou peut-être. Oui, effectivement, les Enforcement Profile, parce qu'on n'a pas parlé, oui, exactement, celle-là. Le TEEP méthode 1 username, ça c'est un morceau qui est important. Donc, ce que là, on voit ici, c'est qu'on réinjecte le TEEP méthode 1 username, on le réinjecte dans le IETF username. Ça permet de resynchroniser l'identité de la machine dans le protocole Radius, dans l'identité de l'individu au niveau Radius, ce qui fait en sorte que là, on a le nom de la machine qui apparaît dans le Access Tracker et on a la même chose qui est resynchronisée au niveau du nom de la machine qui va apparaître au niveau du contrôleur sans fil et soit de Airwave ou de Central, dépendamment de votre console de gestion en arrière-plan. Donc, même chose avec le TEEP méthode 2 username. C'est la même stratégie, c'est la même chose qui est appliquée. Puis, dans le fond, on va utiliser l'un ou l'autre dépendamment du scénario de enforcement.
Donc, si on est en machine only ou si on est en user authentication, bon, ben là, on va appliquer l'un ou l'autre. Exactement, comme on l'a vu tout à l'heure dans la capture d'écran. Donc, je pense qu'on est rendu à faire la démo live. Ah oui, attends un peu, une petite question. Un peu dans le chat window, ça a passé rapidement. Oui, Mohamed, dans le cadre d'une migration à partir d'un serveur d'authentification de Cisco ISE vers ClearPass, est-ce que les deux systèmes peuvent cohabiter ensemble ou bien ClearPass peut gérer l'authentification PEEP TLS pour les deux technologies des AP Cisco ou Aruba? L'authentification Radius est quand même un système qui est complètement indépendant de l'infrastructure, soit sans fil ou filaire. Effectivement, j'ai des clients qui ont décidé de faire une migration de Cisco ISE à ClearPass. Bon, les deux systèmes, s'ils peuvent cohabiter ensemble, en fait, il faut que l'infrastructure décide si les requêtes Radius doivent être soumises vers un serveur Radius ou l'autre. À moins de faire un peu comme ce qu'on appelle du Radius Proxy, un peu comme ce qui est fait avec Eduroam. C'est plus ou moins possible dans une même organisation. Puis encore là, Eduroam, c'est un scénario où, dans le fond, on va déléguer l'authentification à d'autres serveurs pour un autre contexte, ou en tout cas, dépendamment de l'organisation auquel appartient l'individu. Donc, dans un contexte où, admettons, vous auriez les deux solutions en parallèle, vous ne pourriez pas faire en sorte que, par exemple, un même SSID envoie ses authentifications simultanément au serveur ISE et ClearPass. Donc, cohabiter ensemble, ce n'est pas vraiment une cohabitation. C'est vraiment, on ferait, soit on va vers un serveur Radius, soit on va vers l'autre serveur Radius. Donc, vous pourriez décider, par exemple, qu'un SSID en particulier s'en va vers ICE, puis l'autre SSID va vers ClearPass et tranquillement, vous migrez d'un infra à l'autre. Est-ce que je répondais à la question, j'espère, ou en tout cas, peut-être que c'est le genre de discussion qu'on devrait peut-être avoir plus off-record ou en parallèle à part. Pour regarder un peu quel est votre scénario spécifique, là, puis c'est quoi vos objectifs. Oui. Donc, je voulais juste dire tantôt un petit à côté là, sur l'histoire du GPO qu'on a eu des problèmes à faire. Là. On a commencé à expérimenter aussi du côté filaire. Puis ça ne fait pas le problème. Si on fait un GPO avec les RSAT ou il n'y a pas ce problème-là. C'est vraiment dans les profils de SSID qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, qu'on a fouillé dans les XML, puis il y a des différences, puis en tout cas, c'est peut-être un problème qui va être réglé avec le temps, j'espère. Mais on s'en sort pareil si on fait la méthode Cisco. Oui, c'est bon, ça. Tu as justement un scénario où on a eu un time-out, dépendamment de comment l'authentification. C'est peut-être en fermant, j'ai un portable à côté de moi. C'est peut-être en le fermant qui est tombé ou avant qui est tombé en time-out. C'est ça. On voit que c'est Anonymous dans ce temps-là. Exactement. Ça, c'est l'identité à l'extérieur. Puis comme l'authentification n'a pas été complétée, donc on n'a pas été en mesure de synchroniser l'information avec l'identité qui était à l'intérieur du tunnel TLS, soit pour l'identité de la machine ou l'identité de l'usager. Ce qui fait en sorte que là, ce que l'on voit, c'est Anonymous. C'est, dans le fond, le username qui est utilisé à l'extérieur du tunnel. Ouais. Là, mon poste il vient de démarrer. On devrait avoir bientôt l'authentification machine, comme ça. Et voilà. Donc, là, si on va voir les détails à l'intérieur, là, ce qu'on voit justement, c'est qu'il a passé le rôle type machine, ce qui veut dire qu'il a passé l'authentification machine seulement. Puis là, ben, on voit dans le enforcement profile, on a mis le type méthode 1 username pour synchroniser l'identité de la machine. Puis il y a une chose aussi, si on va dans les compute attributes,
vu qu'il y a seulement eu qu'une authentification machine qui a eu le success, mais il y a eu un failure pour la méthode 2. Exact. Qui est énorme, qui je présume est normal, on n'a pas le choix. Oui, c'est ça, c'est normal dans ce contexte-là. On a quand même plein d'informations sur nous Là, ce qui est autres. bien, c'est que ça donne accès au réseau. Donc, même si on a une authentification qui est partielle, ça permet de donner quand même accès au réseau, ce qui permet, entre autres, par exemple, de prendre en contrôle le poste à distance ou encore être capable, justement, pour un nouvel usager, de créer son contexte. Bon, encore qu'on va avoir quelques petits détails à partager là-dessus. Puis nous autres, pour les portables dans le domaine, on n'utilise pas RSSO parce qu'on a aussi un agent FSSO, fait que ça soulage ClearPass par rapport à ça. Ouais. Fait que ça serait un BYOD quelconque, mais là, on envoie un attribut au FortiGate. Là, je pourrais me loguer. Oui, exact. Je pense que ce serait la prochaine étape pour voir justement l'authentification complète. Quand on faisait la GPU aussi avec les R7, un des symptômes que ça faisait, c'est qu'il réauthentifiait la machine au lieu de l'usager. Et que ça causait non seulement des problèmes, le fait qu'il fallait forcer la connexion, le GPO devenait éditable, ce qui est pas souhaitable. On voyait vraiment qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, là. Puis on a mis quand même pas mal d'efforts, là, je ne sais pas. Bon, puis je ne sais pas si on aurait pu contacter Microsoft, là, mais en tout cas. Ouais, peut-être. Fait que ça, c'est moi, Là. c'est logué sur Oui. mon poste. Exact. Là, on voit que full hot. Exact. On voit que tu es dans le groupe TI. Exactement. Exactement. Dans l'input, mais là, cette fois-là, dans les computes, on va voir qui est authentifié. Méthode 1 puis méthode 2. Exact. C'est notre Enterprise Issuer pour les certificats. Dans l'output, il n'y a pas grand-chose à part que ce qu'on envoie le livre. C'est ça. OK. Par la suite, qu'est-ce qu'on... Je pense que c'est bon. Je pense que ça fait la démonstration. Chose que je peux dire, c'est que la transition se fait là, aucun problème. Là. On a passé quand tu passes de type MSRP2 à type EAP type, là, on n'a aucun. On s'en aperçoit même pas le poste, il n'y a aucun downtime sur le poste. Ce qui est merveilleux pour nous autres. Dans les observations qu'on a pu voir aussi, c'est, je pense, c'est dans le contexte de création des nouveaux usagers. La connectivité sur le poste est maintenue, oui. Ça permet justement au GPO du nouvel usager de s'exécuter, puis d'être capable justement de mettre en place le contexte de l'usager. Et lorsque l'identité de l'usager avec son certificat est disponible, bon, ben, on voit que l'authentification automatiquement, là, on a plus ou moins compris quel était le contexte ou en tout cas qu'est-ce qui faisait que ça fonctionnait. Ben, on voyait que justement l'authentification se réexécutait avec l'identité de l'usager et de la machine. Toutefois, ben, il y a des cas de figure où ce n'était pas cohérent. Ou en tout cas, c'était quoi? C'était 1 fois sur 8, Robert, qu'on observait, quelque chose de même, que là, ça des fois, ça peut s'exécutait pas. marcher 10 fois de suite. Après ça, une fois que ça ne marchait pas. Des fois, c'est plus souvent. C'est pour ça que présentement, là, ici, mettons, je ne sais pas si c'est un problème avec Microsoft, mais si est-ce que ça soit réglé, dans notre cas, on ne le mettra pas dans des laboratoires où ce que les gens n'ont pas un portable assigné. Si, mettons, c'est des chariots de portables, que n'importe qui prend un portable là-dedans, qui n'est jamais le même, mais il y a une chance sur 8 ou sur 5 que l'usager va avoir un problème. La machine va s'authentifier, mais il ne pourra pas s'authentifier avec son code à lui. Quand il va avoir rentré son code d'usager mot de passe. Fait que c'est pas assez stable de ce côté-là
pour le mettre sur des équipements partagés. Mais pour l'administration, on prévoit le mettre là, à grandeur. Ça va déjà être un pas en avant. Puis ils vont sûrement corriger ce problème-là. Là. Ce que je pense qui ne marchait pas du tout il y a quelques mois. Là. Mais c'est ça, c'est parce que c'est pas 100%. On n'ira pas tout de suite avec ça pour les équipements partagés. Si vous m'entendez. Oui, je pense que c'est Yann. Yann, tu avais une question? Oui. On a embarqué la méthode TEEP il y a à peu près 7 ou 8 mois, puis on avait essayé de le mettre sur la pédagogie. Parce que nous autres, on a comme 2 domaines. On avait tellement de problèmes avec les postes partagés qu'on a reculé pour la pédagogie. On est retourné au IPTLS, puis le TEEP, on l'a gardé qu'à l'administration, parce que l'administration, ils créent leur compte une première fois quand ils viennent chercher le portable, fait qu'après ça, il n'y a même pas de problème. Mais à la pédagogie, les postes partagés venaient l'enfer. Nous autres, on a reculé. On n'a pas encore les certificats, mais la méthode TEEP, on l'avait déjà. Ah, tiens, peut-être une question justement de Michel Labonté. Puis on pourrait peut-être en faire la démonstration à l'instant. Donc, Robert, si, admettons, tu te déconnectes de ton authentification en tant qu'usager, bon, donc ta session EAP va terminer et par conséquent, tu vas rebasculer en authentification machine seulement. Ce qui fait en sorte qu'on va revoir l'authentification en tant que machine. Donc, puis là, effectivement, si on suit là, la démarche là, de la question de Michel, bon, ben, s'il y a un autre utilisateur qui se connecte, bon, ben, à ce moment-là, on va voir la nouvelle authentification de ce nouvel usager-là sur le même poste. Avec le problème, en fait, dont on évoque, c'est vraiment pour la première fois que le contexte usager est créé. Parfois, la création du certificat usager a fini par s'exécuter, oui, mais on n'arrive pas à mettre le doigt sur le bobo. Il semble que la réauthentification avec le nom d'usager et la machine de manière combinée ne s'exécute pas automatiquement. Pas nécessairement. Alors, est-ce que c'est une question que le certificat n'arrive pas à temps ou que c'est mal ficelé en arrière au niveau du driver? Puis là, exactement. Donc, ça, c'est la démonstration que Robert. Ouais, Là, ça a bien fonctionné. Ça a fonctionné comme on voudrait, là. Excepté que si je le fais 20 fois, il va l'échapper à un moment donné. Puis, c'est ça, là. Tu ne peux pas vraiment appliquer ça quand c'est pas 100%. Si l'usager est déjà créé puis que son contexte existe déjà, je pense qu'il n'y a jamais eu de problème. C'est vraiment quand c'est un nouvel usager, là, il y a une question de création de contexte qui là, fait en sorte que des fois, ça l'échappe. On ne sait pas si c'est un bug, c'est parce que c'est pas encore assez mature. C'est-tu. C'est-tu Microsoft, le driver de l'équipementier réseau? Oui, c'est ça. On avait un beau document à un moment donné qui expliquait un peu la situation là, ce que je t'avais envoyé là, à un moment donné. Là. Puis il disait qu'il faut reforcer la connexion. C'est sûr que ça n'a pas marché la première fois. Tu fermes ton sans-fil, tu le rallumes, ça va marcher, mais accepter que pour les usagers, là, commencer à leur dire ça dans une classe, c'est comme pas bien pratique. Là, fais ci, fais ça, si ça ne marche pas. Là. Des fois aussi dans les écoles, on a des équipements qui sont un peu lents, qu'on charge beaucoup. En plus que c'est long à démarrer parfois, tu commences à rajouter du cigognage. Là, les enseignants n'aimeront pas ça. Donc ça, dans le fond, ça fait partie un peu là, du dernier point qui était nos observations, les scénarios problématiques. Donc ça, c'était ce qu'on voulait plus partager un peu comme impression, ou en tout cas comme point
pour mettre la table, dans le fond, à la discussion, c'est-à-dire faire peut-être un tour de table. Merci Yann d'avoir fait ton intervention. Est-ce que vous avez d'autres points en particulier? Une autre question. Nous avons décidé d'utiliser uniquement l'authentification machine pour cette raison. Nous avons des portables pour les membres du personnel et ce ne serait pas un problème, mais pour les laboratoires informatiques, ce serait un grand irritant. Oui, effectivement. Le seul hic, si je crois, dans le contexte du centre de services scolaires de la Pointe-de-l'Île, corrige-moi si je me trompe, mais Robert, toi, tu as des politiques qui s'appliquent dynamiquement en fonction de l'individu ou de l'étudiant qui se connecte. Donc, si, admettons, il y a des étudiants qui ont des mesures adaptatives particulières, il est important pour toi de savoir quel est l'étudiant qui est connecté sur le poste pour être capable d'adapter les politiques de sécurité en arrière-plan. Oui, c'est ça. En fait, c'est deux choses. Là. Ici, ils tiennent absolument à savoir qui par le pare-feu. Là. On veut savoir le nom de la personne qui est sur Internet. Ça, c'est une longue histoire chez nous, là, mais ils veulent absolument savoir le nom de la personne qui est sur Internet. Puis aussi, les accès, il y en a qui ont accès à Facebook, il y en a qui n'ont pas accès à Facebook. Fait que, mettons, les cadres, ils ont accès à peu près à presque tout, sauf les affaires qui n'ont vraiment pas d'allure. Là. Mais tandis que les enseignants, ils ont d'autres choses qui n'ont pas accès. Fait que c'est basé là-dessus, puis on est obligé de faire des règles basées là-dessus. Ouais. Je sais qu'il y a des endroits que c'est vraiment pas aussi exigeant par rapport à ça, là, mais c'est sûr que l'authentification machine, si on ferait juste une authentification machine avec les accès Internet pratiquement tout ouvert, je pense que ça marcherait à 100% en théorie. Oui. Mais là encore, le point de vue de traçabilité, parfois aussi, si, admettons, tu as du personnel administratif qui sont gérés sur le même AD, faire en sorte qu'admettons, un étudiant soit en mesure, admettons, d'aller sur le poste d'une adjointe administrative, puis être capable de s'authentifier. Oui, il va avoir son contexte, mais dépendamment de comment que les privilèges d'accès sont octroyés, si c'est octroyé uniquement par la machine, les privilèges seraient, l'étudiant pourrait bénéficier des mêmes privilèges que la personne pour qui le poste s'exécute. Donc, je suis plus ou moins, disons, du point de vue puriste sécurité, une authentification machine seulement, souvent, ça amène ce genre de circonstances-là où c'est plus risqué du point de vue sécurité. Donc, une authentification complète permet d'avoir une meilleure visibilité, permet de mieux circonscrire quels sont les rôles, quelles sont les permissions au niveau de l'accès. Donc, dans un contexte comme par exemple Centre de services scolaires de Montréal, là où ils ont véritablement 2 AD, avec justement vraiment le personnel administratif qui est complètement cloisonné, 2 réseaux dans le fond. Ça fait en sorte que la pédagogie reste dans la pédagogie, l'administration reste dans l'administration. Ce type de mélange-là a moins de chances de survenir et tout ça est quand même facilité au niveau de l'accès avec la même authentification .1x. Ouais, c'est ça, bien, en tout cas, on a déjà eu dans le passé là, des histoires de pornographie juvénile, des choses comme ça, que la police a vient à un moment donné cogner à notre porte, puis il va savoir c'est qui se connecte, ces choses-là, fait que ça nous a servi. Là. Ça a même paru dans les journaux. Mais en tout cas, mais depuis qu'il y a eu des histoires comme ça, c'est vraiment c'est demandé, puis on n'a pas le choix de faire ce qu'il demande. Fait que... C'est ça. Ça permet d'avoir cette journalisation-là, d'avoir cette capacité-là de visibilité, d'authentification et d'admission sur le réseau qui est bien contrôlée selon l'identité à la fois de l'usager et de la machine sur laquelle il se connecte. Donc ça, c'était comme un petit tour de roue sur comment faire l'intégration avec justement du IPTLS, avec les services là, de ADCS. Là. Si certains d'entre vous ont manifesté ou manifestent le désir de faire une intégration peut-être avec un autre MDM que le Meraki,
et faire une intégration peut-être différente, nous contacter, ça va nous faire plaisir justement de regarder qu'est-ce qu'on peut essayer de faciliter ou qu'est-ce qu'on comprend du système. On n'est pas spécialiste Microsoft, on n'est pas spécialiste nécessairement en MDM. Notre spécialité est au niveau du contrôle d'accès, mais là où on peut aider, ça va nous faire plaisir. Puis on est conscient que il y a beaucoup d'enjeux qui sont liés justement au nom d'usager mot de passe avec le PIP MSHV2, le partage des noms d'usagers génériques, etc. Qui fait en sorte que justement c'est un justificatif majeur pour passer à une authentification par certificat. Et l'objectif de la présentation aujourd'hui, c'est de vous montrer que c'est quand même pas si compliqué que ça à mettre en place et que ça fonctionne bien. Ça vous donne des bénéfices rapides et immédiats dans la visibilité, au niveau justement de la sécurité, au niveau du contrôle d'accès. Et c'est ça, ça fonctionne bien, entre autres avec ClearPass. Donc, bonne solution là, pour offrir une authentification robuste et très sécuritaire de vos réseaux. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Sinon, on va conclure la présentation.